Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je suis revenu, ce qui va marquer ma troisième apparition dans ce groupe pour continuer ce que nous avons déjà commencé avec les autres collègues. Donc aujourd'hui, je vais enchaîner ce qu'on a déjà débuté en suivant toujours la logique du programme. Voilà. Et si le son et l'image sont normaux du moins, vous pouvez me le dire. Alors si tout est normal, vous pouvez me dire ça. Le son et l'image, s'il vous plaît. Ceux qui sont en ce moment en direct, vous pouvez me dire, voilà, pour l'instant, voilà, Théocratos, Monsieur Babacar. Bonsoir, ça va? Je te vois en ligne. Mais Babacar, est-ce que le son est normal? Le son, est-ce qu'il est normal? Est-ce que vous m'entendez en ce moment? Babacar, est-ce que vous entendez ce que je dis en ce moment? Voilà. Bienvenue. Babacar, Théocratos, est-ce que vous entendez en ce moment ce que je suis en train de dire? Est-ce que le son est normal? L'image, je pense qu'elle est parfaite, mais le son, est-ce que vous entendez? Bon, donc je vais attendre quelques arrivées pour commencer. Voilà. Je vais attendre quelques arrivées pour commencer. Pour l'instant, bon, je n'ai pas là. Il est dans ma montre, il est 17h. Il est 17h00. Bon, j'attends quelques vues pour démarrer ce domaine 3. Oui, Babacar, est-ce que le son est normal pour l'instant? Est-ce que le son est normal? Ah. Aujourd'hui, je rappelle qu'on va aborder le domaine 2. Pardon, le domaine 3. Aujourd'hui, on va aborder le domaine 3, qui est appelé dire vrai dans le manuel. Le domaine 3, dire vrai. C'est ça, cette question du discours qui aboutit à la vérité. On va traiter cette question-là aujourd'hui ensemble. Avec moi, je rappelle qu'on a recommencé toutes les notions du début du programme jusqu'à maintenant. Toutes les notions ont été révisées avec des collègues. On a fait le cours sur l'introduction du domaine être soi-même. On a fait aussi la notion de conscience. Ensuite, on a fait le cours sur l'inconscient. On a fait aussi le cours sur autrui. Nous avons fait aussi le chapitre sur le domaine 2, qui est être héritier. Nous avons fait aussi le domaine 2, être héritier. Nous avons fait aussi, voilà, dans le domaine 2, on a commencé par l'introduction générale comme d'habitude. Ensuite, nous avons fait aussi le premier cours qui était le langage. Après ça, nous avons fait aussi le cours sur le travail. Nous avons aussi traité la question de l'histoire, qui a été, avant de la question de l'histoire, on a traité le cours sur l'art. Hier, le collègue qui était là, M. Abdou Aziz, a bien présenté le cours sur l'histoire. Maintenant, donc, cela veut dire que ce domaine-là est bloqué.
Aujourd'hui, donc, on va commencer à ouvrir un nouveau domaine qui s'appelle dire vrai. Bon, j'attends tout simplement quelques 2 à 3 vues pour démarrer parce que la plupart des gens qui suivent les cours là, ils vont suivre ça bon, après les vidéos, bon, d'une façon indifférée. Voilà. Donc, j'attends quelques vues parce que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de vues avec moi. C'est pourquoi, bon, je vais décaler un peu l'horaire. Oui, l'horaire. Mais Babacar, peux-tu me dire si le son est normal pour l'instant ou pas? Est-ce que vous m'entendez ou pas, Babacar? Est-ce que ce que je dis, c'est clair? Est-ce qu'on m'entend? Merci Babacar. Voilà. Merci d'avoir. Voilà. Les gens commencent à venir petit à petit. Alors, pour l'instant, je vois 3 vues. Bon, c'est pas beaucoup, mais dans 3 minutes, je vais commencer. Dans 3 minutes, je vais commencer. Les retardataires, ils auront la possibilité de réécouter la vidéo parce que toujours, je rappelle que la vidéo reste dans le groupe parce qu'elle est enregistrée là-bas. Voilà, la vidéo, elle est là-bas. Voilà, elle est toujours dans le groupe. Elle est enregistrée là-bas. Maintenant, c'est le réseau qui est lourd, mais on vous entend bien. Ok, merci Babacar. Ok, d'accord, j'ai vu ton message. D'accord, d'accord. Si vous m'entendez bien, c'est bon alors. C'est bon alors. On me signale que c'est le réseau qui est lourd. D'accord. Il n'y a aucun problème. De toute façon, la vidéo, elle sera toujours présente. Même si vous n'avez pas la possibilité de suivre ça en direct, après vous pouvez entrer dans le groupe, défiler et cliquer sur la vidéo et vous pouvez regarder après l'intégralité de la vidéo. D'accord. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, donc Faisal, oui, Faisal Roche Hassan, wa alaykoum salam, oui. Oui, d'accord, Babacar, j'ai vu, merci, 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 merci bien, merci, 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 je vois, le message est clair. Faisal, oui, wa alaykoum salam, Faisal, oui, je t'ai vu en direct, voilà. Merci, oui, j'ai vu les signes le pouce bleu, j'ai vu aussi le signe de love. Alors, d'accord. Bref, maintenant je pense qu'on peut démarrer. Alors, donc aujourd'hui, je vous ai dit que nous allons traiter le domaine 3. Le domaine 3 est appelé dans le manuel dire vrai. Le domaine 3 est appelé dire vrai. Alors, dire vrai, c'est-à-dire le discours qui porte sur la vérité. C'est ça le domaine. Un discours qui porte sur la vérité. C'est ça le domaine. Maintenant, comment arrive-t-on à la vérité? Le domaine, c'est ça en réalité. Comment on arrive à la question de la vérité? L'intitulé du domaine, c'est ça. Quels sont les moyens qui permettent à l'homme d'arriver à la vérité? Donc, le domaine, c'est ça. Comment le sujet humain arrive à la connaissance. Maintenant, cette vérité-là, qui dit vérité dit science. Qui dit vérité dit science. Donc, on va donc dans l'introduction générale d'abord. Je rappelle que je commence par l'introduction générale. Je vais parler d'abord de la question de la vérité. Parce que la vérité est une notion qui est très riche en philosophie. Oui, mais c'est une notion aussi très complexe. Ça, il faut le retenir dès au départ. Maintenant, ici, dans le domaine, c'est de montrer comment le sujet humain arrive à la vérité. Comment l'homme arrive à la connaissance. Ici, c'est ça, le but, l'objectif du champ, l'objectif du domaine, c'est ça. Quels sont les moyens qui permettent à l'homme d'arriver à la connaissance vraie? Quels sont les moyens qui permettent à l'homme d'arriver à la connaissance vraie?
C'est pourquoi dans ce domaine-là, il y a des méthodes qui vont être développées dans ce moyen-là, dans ce domaine-là. Des méthodes qui permettent à l'homme d'accéder à la vérité. Ces méthodes-là sont la démonstration et l'interprétation. Voilà deux méthodes. Ensuite, l'interprétation, donc la démonstration va être un cours, l'interprétation va être un autre cours. Ensuite, ces deux cours-là permettent justement d'arriver à ce qu'on appelle la science et la technique. La science et la technique. Et enfin, maintenant, dans le même domaine, il y aura un cours qui porte sur le vivant. Alors, ce domaine maintenant varie selon les séries. Le domaine varie selon les séries. Il y a des élèves, il y a des séries qui font le vivant, il y a d'autres qui ne le font pas. Il y a certains qui font la démonstration et l'interprétation seulement. Mais je vais essayer de montrer le rapport, les relations qui existent entre ces différentes notions-là du chapitre. Alors, mais avant de parler de ça, on a dit que le domaine s'appelle dire vrai. Il faut qu'on s'interroge sur la question de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, je vous ai dit que c'est une notion qui est très riche en philosophie. C'est une notion qui est très riche en philosophie. Mais une notion qui n'est pas facile à cerner. Une notion très complexe. Il y a en philosophie des notions qui sont très difficiles à définir, il y a des notions qui sont très difficiles à cerner, il y a des notions qui sont très difficiles à développer. Parmi ces notions-là, parmi elles, on peut citer la liberté, qu'on verra plus tard. On peut citer aussi ce qu'on appelle en philosophie l'être, c'est-à-dire la question de l'ontologie. On peut citer justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, la question de la vérité. Maintenant, qu'est-ce que la vérité? Alors, dès au départ, retenez que on ne peut pas donner une définition absolue à la vérité. On ne peut pas donner une définition générale à la vérité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire aussi que la vérité, c'est le contraire du faux. On ne peut pas dire ça. Dire que la vérité, c'est le contraire du faux, ça revient à ce qu'on appelle le nominalisme. C'est quoi le nominalisme? C'est-à-dire un discours qui n'a pas de sens. Parce que si j'essaie de définir la vérité en disant que la vérité, c'est ce qui n'est pas faux, après, on vous dit qu'est-ce qui n'est pas faux, vous dites que ce qui n'est pas faux, c'est la vérité. Alors, ça devient à ce qu'on appelle une tautologie. Une tautologie, c'est-à-dire un cercle vicieux, un cercle dans lequel on ne sort pas. Donc, on ne peut pas définir la vérité en disant quel est le contraire du faux. Une vérité, la vérité au sens général, ou bien au sens absolu, on ne peut pas la définir en philosophie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donner seulement quelques définitions de la vérité. C'est ça qui est possible de faire à la philosophie. C'est ça qui est possible de faire avec la notion de la philosophie, avec la notion de vérité. On ne peut pas donner une vérité, la définition de la vérité au sens globalement. On ne peut pas là aussi définir au sens absolu, mais on peut donner quelques définitions de la vérité. Et les quelques définitions de la vérité qu'on va donner, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces définitions de la vérité-là qui existent. On ne va pas dire ça seulement. Donc, pourquoi la vérité, on ne peut pas la définir? Parce que on ne peut pas la définir globalement. Je vais vous donner un exemple très simple, un exemple concret. Si je prends, par exemple, si je dis le téléphone portable qui est devant moi, je ne peux pas dire si le téléphone portable, je ne peux pas dire que le téléphone portable est vrai. Je ne peux pas dire ça. Le téléphone portable est vrai, je ne peux pas dire ça. Ça, c'est un discours absurde. C'est-à-dire un discours qui est illogique. Un discours qui n'a pas de sens. Je ne peux pas dire que le téléphone portable est vrai. Mais je peux dire que, par exemple, le téléphone portable a un écran. Ça, c'est vrai. Le téléphone portable a un écran. Je peux dire que le téléphone portable est capable de se connecter à l'Internet. Ça aussi, c'est vrai. Je peux dire que le téléphone portable est de couleur noire. Ça aussi, c'est vrai. Je peux dire que le téléphone portable a une forme rectangulaire. Ça aussi, c'est vrai. Voyez, toutes ces choses-là que je dis du téléphone portable sont vraies, mais je ne peux pas résumer toutes ces phrases-là que j'ai dit et les autres phrases que je n'ai pas dit
en une seule phrase synthétique pour dire que le téléphone est portable pour dire que le téléphone portable est vrai. Je ne peux pas. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas avoir, excusez-moi, je ne peux pas avoir un discours synthétique, résumé, alors qui me permet de dire que le téléphone portable est vrai. Ce que je peux dire des choses qui sont vraies du téléphone portable. C'est pourquoi, à partir de ça maintenant, c'est pour cette raison que Platon disait que l'homme ne peut pas dire la vérité. L'homme ne peut pas dire la vérité, mais il dit quelque chose de vrai, de la vérité. Il dit quelque chose de vrai de la vérité. Donc, l'homme ne peut pas dire de vrai. L'homme ne peut pas dire la vérité dans son sens, comment encore, d'une façon globale, d'une façon générale. L'homme ne peut pas dire la vérité, mais l'homme peut dire seulement quelque chose de vrai sur la vérité. Donc, vous voyez, l'homme peut dire seulement quelque chose de vrai sur la vérité, mais nous ne peut pas avoir une définition globale de la vérité. Ce qui fait que maintenant, on aura plusieurs définitions de la vérité. Et ces définitions de la vérité maintenant varient selon les philosophes, selon les penseurs, selon les sciences aussi. Voyez, donc on peut avoir plusieurs définitions de la vérité. Voyez, maintenant on va donner seulement quelques formes de vérité. On va donner quelques formes de vérité parce que on ne peut pas, c'est pas possible dans ce cours-là, donner toutes les formes de vérité. On ne peut pas faire ça, mais on va donner au moins quelques formes de vérité. Je commence par ce qu'on appelle les vérités métaphysiques. Les vérités métaphysiques, c'est toute chose qui, on peut le prendre comme ça, toute chose qui est clairement perçue par l'âme. C'est-à-dire ce que nous voyons clairement et distinctement dans notre âme. Ce qui est présent dans l'âme seulement. C'est-à-dire, c'est des êtres abstraits. Quelque chose que l'âme seule, que la conscience seule voit. Donc, qui est clair dans la conscience. Ça, c'est une forme de vérité. C'est ça qu'on appelle une vérité métaphysique. Ce que Platon appelle maintenant, cette vérité-là, Platon l'appelle les idées ou bien l'être. La vérité que l'âme voit clairement. Vous voyez, on l'appelle l'idée ou bien l'être chez Platon. Ce que Descartes appelle évidence. Une évidence. C'est ce que Descartes appelle une évidence. Ce que Kant appelle maintenant les noumènes. C'est ce que Kant appelle les noumènes. Donc, voyez, nous avons une première forme de vérité qui est la vérité métaphysique. Voyez, si on avance aussi, on peut convoquer certains auteurs, comme Saint Augustin. Saint Augustin, lui, il dit que il y a vérité lorsque le réel, lorsqu'il y a une adéquation entre le réel et l'âme et mon âme. Ici, ce n'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est clair dans l'entendement, c'est pas ça. Ici, c'est quoi? C'est lorsque on me dit quelque chose, ou bien lorsque je pense à quelque chose, ou bien lorsque je vois quelque chose et que mon âme accepte ça comme vrai. Dès qu'il y a ça, alors Saint Augustin dit qu'il y a vérité. Voyez? Donc voilà une deuxième vérité qu'on appelle vérité comme adéquation avec le réel. On peut avoir aussi une autre définition de la vérité, si on progresse. C'est-à-dire la vérité comme conformité avec la réalité extérieure. Mais ici, c'est en rapport avec le discours et le présent. Trois choses. Ce qui se passe dans la réalité, dans le présent, et je le dis. C'est-à-dire ce que je dis doit être conforme avec la réalité extérieure. Par exemple, quand je dis actuellement, il pleut à Djibouti, alors qu'en ce moment-là, au moment où je dis il pleut à Djibouti, il est en train de pleuvoir à Djibouti, là, il y a vérité. Donc, ça qu'on appelle vérité comme conformité ici avec le réel. Vous voyez? Donc, il y a aussi d'autres formes de vérité. Par exemple, une vérité peut être une vérité religieuse. Dans les religions monothéistes, par exemple, si on prend l'islam, ce qui est dans le Coran, on peut dire que c'est une vérité religieuse. Voyez, donc, voyez, au moins j'ai donné 4 définitions de la vérité. Vérité métaphysique. Voyez, vérité comme adéquation. C'est-à-dire ce que l'âme accepte comme vrai. Vérité
comme conformité avec ce que je dis et ce qui se passe dans le présent. Vérité religieuse. Et on peut continuer la liste, mais ça va être trop long. Voyez, au moins j'ai donné 4 définitions de vérité et cela ne veut pas dire que seulement ces définitions-là ferment la liste des définitions de vérité. Non. Donc, on peut avoir énormément, une multitude de définitions de vérité. Voilà ce qui a poussé un penseur de l'Antiquité grecque, un penseur qui s'appelle Pyrrhon d'Élis, il s'appelait Pyrrhon, sa ville s'appelle Élis, qui disait que la vérité n'existe pas. Parce que l'homme ne peut pas définir la vérité exactement et lui donner un sens, un sens exact. C'est ça qu'on appelle maintenant le scepticisme, c'est ça. Le scepticisme, c'est ça. Ce qu'on appelle le scepticisme, c'est cette doctrine philosophique qui dit que la vérité n'existe pas. Pourquoi la vérité n'existe pas? Parce que l'homme est incapable de donner une seule définition qui règle tous les problèmes de la vérité. Donc, vous voyez, c'est pourquoi le scepticisme, un sceptique, c'est quelqu'un qui rejette la vérité. Donc, vous voyez, donc on peut avoir plusieurs définitions de la vérité. Et je rappelle que je parle de la vérité parce que le chapitre, le domaine est appelé et intitulé « Dire vrai ». Discours qui porte sur la vérité. Ou bien, quels sont les moyens qui permettent à l'homme d'arriver à la vérité. Maintenant, quand la philosophie s'intéresse à la vérité, et elle s'intéresse à la science, alors elle est dans le champ de l'épistémologie. Quand la philosophie s'intéresse à la vérité, quand la philosophie s'intéresse à la science et aux démarches pour accéder à la vérité, alors on est dans le domaine épistémologique. Qu'est-ce que c'est que l'épistémologie? Alors, épistémé veut dire science et logos, logique qui a donné logos. Alors, logos veut dire discours. Donc, la philosophie ici, donc, traite, quand on dit épistémologie, cela veut dire que la philosophie est en train de travailler sur les questions de vérité et sur les questions de science. Donc, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai donné quelques définitions de la vérité. Maintenant, ici, pourquoi je m'intéresse à la vérité? C'est parce que, justement, la science, elle cherche cette vérité-là. On est dans le domaine scientifique. La science, elle cherche cette vérité-là. Alors, qu'est-ce qu'une vérité scientifique? Vous avez vu, dans un premier temps, j'ai donné 4 définitions de la vérité en vous disant que un discours unique qui définit simplement la vérité n'existe pas. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux vérités scientifiques, aux vérités de la science. Maintenant, avant de s'intéresser aux vérités de la science, alors étudions d'abord le mot science. C'est quoi la science? La science peut être synonyme de savoir, ça peut être synonyme de connaissance, mais ici, on est dans le domaine de sciences qui sont développées par des théories, par des discours. On n'est pas on n'est pas dans l'environnement du terme science comme mot ordinaire. On n'est pas dans là. Mais ici, on est dans le cadre des sciences scientifiques. Justement, on est en train de réfléchir sur le savoir scientifique. Maintenant, qu'est-ce que ce savoir scientifique-là? Alors, pour définir la science, il va falloir qu'on revoie le dictionnaire de philosophie écrit par Lalande, André Lalande. Pour qu'il y ait science chez André Lalande, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères. Ces critères-là, quels sont ces critères? C'est la rationalité, c'est l'objectivité, c'est l'universalité. La rationalité, quand on dit rationalité, dans le mot rationalité, il y a le mot raison. Je répète, c'est la conscience. Il y a aussi l'objectivité. C'est quoi l'objectivité? Je vais revenir sur ça. Il y a aussi l'universalité. Donc, une science, c'est tout simplement toute procédure humaine qui respecte ces 3 conditions-là et qui aboutit à une conclusion. Donc, c'est ça. Toute connaissance qui respecte ces 3 conditions-là
et donne une conclusion, alors on peut la nommer science. Donc, vous voyez, donc, c'est ça la question de la science. Vous voyez, alors c'est ça donc la question de la science. Alors, la rationalité, quand on dit rationalité, parce que la science est du domaine humain, c'est du domaine du sujet, c'est du domaine de l'homme. La science est du domaine anthropologique. La science n'est pas du domaine animal, la science n'est pas du domaine végétal. Mais la science appartient uniquement à l'homme, puisque c'est l'homme qui détient la raison. Et l'homme ne pratique la science qu'en utilisant seulement la raison. Très bien. Alors, maintenant, ensuite, j'ai dit l'objectivité. Un terme très intéressant. Que signifie l'objectivité? Dans le mot objectivité, il y a le mot objet. L'objet, c'est le contraire du sujet. L'objet, c'est le contraire du sujet. Quand on dit sujet, c'est l'homme. Donc, en science, il faut que l'homme se débarrasse de lui-même. Quand on dit le sujet se débarrasse de lui-même, c'est quoi? Le sujet se débarrasse de ses croyances, le sujet se débarrasse de ses passions, le sujet se débarrasse de sa culture, le sujet se débarrasse de l'ensemble de ses sentiments et se concentre seulement à l'objet. C'est ça. Il doit être indépendant de tous ces facteurs que je viens de citer. Que ce soit de la religion, que ce soit de la culture, que ce soit de sa langue, que ce soit etc., etc. Donc, il ne doit pas avoir aucun obstacle épistémologique. On va revenir sur le terme obstacle épistémologique. Donc, l'homme doit se débarrasser de toutes ces choses-là. Donc, c'est ça qu'on appelle objectivité. Donc, il ne va pas voir ce qui lui plaît ou bien ce qui lui déplaît. Ce n'est pas ça. Mais il va utiliser seulement sa raison. Et une fois qu'il utilise sa raison, il se concentre devant l'objet qui est lui. L'objet qui est lui, maintenant, c'est la nature. C'est la matière. C'est les arbres. C'est les animaux. C'est l'homme en tant que corps aussi. Vous voyez, c'est les roches. C'est la mer. Vous voyez, maintenant, une fois qu'il va utiliser, il va mettre sa raison en contact avec l'objet, en se débarrassant de tous ses sentiments, de toutes ses passions, alors il va essayer maintenant d'en tirer des lois. Il va essayer d'en tirer des lois. Donc, les lois donc sont tirées, les lois scientifiques donc sont tirées de la matière, sont tirées de la nature. Vous voyez? Et maintenant, une fois qu'il a tiré ces lois-là, il va établir une conclusion sous forme d'hypothèse. C'est comme ça que la science fonctionne. Donc, si on prend justement cette même théorie-là, ce que je viens de citer chez Alexandre, parce que je n'ai fait qu'actuellement commenter la définition d'André Lalande dans son dictionnaire appelé Vocabulaire technique et critique de la philosophie, les trois termes, à savoir la rationalité, l'objectivité et l'universalité. Maintenant, quand on dit l'universalité, c'est que la science, une fois que maintenant le sujet s'intéresse à la nature, une fois que le sujet s'intéresse à la nature et qu'il découvre, parce que la science est une découverte, il découvre des lois de la nature qu'il va formuler à des hypothèses, alors ces hypothèses-là vont être universelles. Cela veut dire que ces hypothèses-là vont être présentes partout. Dans le mot universel, il y a le mot univers. Partout dans l'univers, ces hypothèses-là doivent être présentes. Et ces mêmes hypothèses-là doivent s'imposer à toute personne. L'universalité, donc, c'est pour tout le monde et partout. C'est ça l'universalité. Partout et pour tout le monde. Donc, voilà les trois choses qui font qu'une science devient une science. Donc, l'individu, la personne qui s'intéresse à la science ne doit pas avoir d'obstacle épistémologique. Il ne doit pas penser à la culture. Il ne doit pas penser à l'opinion. C'est quoi l'opinion? L'opinion, c'est ce que le philosophe appelle la doxa. L'opinion, c'est ce que le philosophe appelle la doxa. C'est-à-dire la vérité populaire. C'est vérité entre guillemets. Ce que le peuple, ce que la société dit, ce que la culture dit. En science, on doit se débarrasser de ça. C'est ce que Gaston Bachelard appelle
obstacle épistémologique. Donc, la science doit se débarrasser de ça. Donc, voyez, donc la science doit se débarrasser de ça pour formuler ces hypothèses-là. Donc, voyez, voyez, Alexandre, on a pris la définition de la langue avec les 3 concepts, la rationalité, l'objectivité et l'universalité. Très bien. Mais retenez que, dès à présent, qu'il y a plusieurs formes de science. On va revenir sur ça tout de suite. Mais pour l'instant, il faut savoir que pour qu'il y ait science, il faut qu'il y ait ces choses-là que je viens de citer. C'est chez André Lalande. Gaston Bachelard maintenant vient renforcer ce qu'on vient de dire. La question de l'obstacle épistémologique. Un obstacle, c'est une barrière. Quelque chose qui empêche à l'individu, quelque chose qui empêche l'individu d'accéder aux lois de la nature. Qu'est-ce qui peut empêcher l'individu d'accéder aux lois de la nature ou bien aux vérités de la nature? C'est ce qu'il appelle l'opinion. L'opinion, c'est la culture, c'est la société. Si on avance aussi, un autre penseur, sociologue et philosophe aussi, Auguste Comte, n'est pas loin de ces deux philosophes que je viens de citer tout à l'heure. Que dit Auguste Comte? Auguste Comte dit que la science est une étape, c'est une évolution. C'est une évolution de l'esprit humain. L'esprit humain a évolué à travers 3 étapes. Ce que Auguste Comte appelle la loi des 3 étapes. La loi des 3 étapes. L'homme, au début, pour expliquer la nature, c'est-à-dire pour que l'homme ait une science, il écoutait le mythe. Qu'est-ce que le mythe? Le mythe, ce n'est rien d'autre qu'un discours irrationnel inventé par un groupe de personnes. C'est-à-dire c'est une histoire fabuleuse qui n'est pas vraie. Vous voyez, c'est ça le mythe. Peut-être dans vos classes, vous avez appris le mythe d'Oedipe. Alors, par exemple, à l'époque, pour parler du feu, le feu, alors on disait que c'est Prométhée, on étudiait le mythe de Prométhée, on disait que c'est Prométhée qui a donné le feu aux hommes. Au début, c'était comme ça. Donc, au début, l'homme n'avait pas de science. Pour connaître et comprendre la nature, il passait par les mythologies et la magie. Quelque temps après, l'esprit humain a évolué. Quelque temps après, l'esprit humain a évolué. Et maintenant, l'homme a abandonné la mythologie. Il est en contact avec les dieux. J'ai bien dit les dieux parce que c'était l'époque polythéiste. Par exemple, en Grèce, il y avait 12 dieux, ce qu'on appelle le panthéon grec. Et Zeus était le dieu des dieux. Voyez? Alors, donc maintenant, après ça, l'homme va passer, donc nous sommes à l'état religieux. Donc, pour expliquer les réalités de l'univers, pour expliquer les réalités de la nature, l'homme s'intéresse à des discours religieux, à un certain moment donné. Maintenant, plus tard, il y aura la dernière étape. Ce que Auguste Comte maintenant appelle le positivisme. C'est quoi le positivisme? Le positivisme, c'est la séparation maintenant de l'esprit humain avec la religion, avec les mythes, avec la magie, pour être en contact direct avec la nature. C'est là que l'homme maintenant va utiliser ce que j'avais dit tout à l'heure, sa raison pour découvrir directement, pour être directement en contact avec la nature. Voyez, donc c'est ça qu'on appelle positivisme. Positivisme, c'est cette séparation-là entre l'esprit humain et la magie et la religion et la mythologie. Donc c'est comme ça donc la science. Donc la science désormais, elle devient quelque chose de libre, elle devient quelque chose d'indépendant. La science maintenant va se fonctionner entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire le scientifique devant son objet, devant la nature. C'est ça la science maintenant. Mais le scientifique
n'a le droit qu'à l'usage de sa raison, et rien d'autre que sa raison. Il n'utilise que sa raison, et rien d'autre que sa raison. Voyez? Et le scientifique n'utilise rien d'autre que sa raison. Et c'est comme ça que maintenant, la science va fonctionner. Maintenant, les sciences, tout à l'heure, je vous ai dit que les sciences sont nombreuses. Mais on peut les diviser au moins en 3 grands groupes. Au moins en 3 grands groupes. Les sciences, on peut les diviser en 3 grands groupes. Alors, je rappelle que la science, ce n'est rien d'autre que, c'est-à-dire, établir un discours qui est un discours concordant entre l'objet, un discours qui concorde entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire, le sujet scientifique, celui qui est scientifique, le discours qu'il dit doit refléter exactement ce qui se passe dans la nature. On va donner beaucoup d'exemples avec ça après. Voyez le sujet scientifique, c'est-à-dire l'homme scientifique qui est devant l'objet naturel, alors il doit dire que, tout simplement, il doit dire ce que reflète la nature. Voilà, ce que reflète la nature. Alors donc, il doit tirer les lois de la nature. Bon, sous forme de formule. Donc, c'est ça la science. Et je rappelle que la science est désintéressée. Le but, l'objectif de la science, c'est de découvrir tout simplement les secrets de la nature. Et rien d'autre que ça. Ce qui fait que maintenant, la science peut aboutir à l'immoralité. Peut-être ce que je vais traiter après. Peut dériver à des dangers. Maintenant, je vous ai dit que, pour revenir, je vous ai dit qu'il y a différentes formes de science que nous pouvons diviser en un triptyque, c'est-à-dire trois parties. Premièrement, il y a ce que j'appelle les sciences exactes. On peut les appeler les sciences exactes. On peut les appeler aussi les sciences, et on peut les appeler aussi les sciences formelles ou bien les sciences logico-formelles. C'est la même chose. Les sciences exactes, elles sont au nombre de 2. La première science, c'est la logique. On va revenir parce que je vais traiter après le cours sur la démonstration. Après, on va parler de ça. La logique, qui est une science formelle. La logique porte sur le discours. La logique est théorique. Vous voyez? Ensuite, on a aussi une autre science qui est la mathématique. En philosophie, on dit la mathématique. Les mathématiques sont permises, mais on dit la mathématique, c'est mieux. Alors, donc, voyez, ensuite, on peut parler aussi de la mathématique. Donc, voilà les 2 sciences formelles. Maintenant, ces 2 sciences formelles-là présentent des vérités exactes, des vérités indubitables. Les sciences-là, les 2 sciences que je viens de citer, elles présentent des vérités exactes, des vérités irréfutables, des vérités universelles. La logique et la mathématique. Donc, on les appelle des sciences fortes, des sciences formelles. Voyez, maintenant, il y a une deuxième catégorie de sciences, ce qu'on appelle les sciences naturelles ou bien même les sciences expérimentales. Voyez, on peut citer, par exemple, la physique. La physique étudie la matière, le corps. Par exemple, un arbre. Par exemple, la physique peut utiliser la matière, le corps. Voyez, la chimie. La chimie, maintenant, elle utilise le composant du corps. On peut parler aussi de la biologie, qui est une science expérimentale. Maintenant, voilà des sciences expérimentales. Qu'est-ce qu'une science expérimentale? Une science, qu'est-ce que c'est l'expérimentation? Alors, ça, on va se référer à un penseur qui s'appelle Claude Bernard. Que dit Claude Bernard? Il dit que pour qu'il y ait expérience, il faut forcément qu'il y ait ces choses-là suivantes. Passer par l'observation, donc il faut observer l'objet. Ensuite, formuler une hypothèse. Ensuite, terminer par la vérification pour revenir maintenant voir quelle est l'hypothèse la plus adéquate avec les résultats qu'on a trouvés. Donc, vous voyez, pour qu'il y ait science, il faut passer d'abord par l'observation, la formulation des hypothèses et enfin
Et enfin, maintenant, la vérification. Et donc, passer par, donc, je donne un exemple. Par exemple, en chimie, pour savoir que l'eau bout à 100 degrés, pour savoir que l'eau bout à 100 degrés, alors il va falloir bouillir l'eau, attendre maintenant, mesurer la température de cette eau-là qui est bouillie. Alors, répétez ça encore une deuxième fois, une troisième fois, n fois. Une fois que nous avons fini de répéter, de faire n expériences, c'est-à-dire plusieurs expériences, et à chaque fois qu'on vérifie et on voit que l'eau bout à 100 degrés, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va formuler une hypothèse qui dit que l'eau bout à 100 degrés. On va formuler une hypothèse qui dit que l'eau bout à 100 degrés. Et maintenant, après, il y aura une vérification. Et maintenant, voilà, après la vérification, maintenant, nous pouvons maintenir que l'eau bout à 100 degrés. Mais attention, les sciences naturelles, que ce soit la chimie, que ce soit la physique, que ce soit la biologie, ne sont pas comme les sciences que je viens de dire tout à l'heure, comme les sciences exactes. Elles ne sont pas ni comme la logique, ni comme la mathématique. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que si on se réfère à l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, pour qu'il y ait plus de suite logique, un jour, on peut constater l'existence d'une eau qui ne bout pas à 100 degrés. Donc, les vérités des sciences expérimentales ou bien des sciences naturelles sont des vérités qui peuvent changer du jour au lendemain. Ce n'est pas des vérités absolues, ce n'est pas des vérités éternelles. Elles peuvent changer à tout moment. Voyez? Et là, on peut donner des exemples en physique. Voyez, au début, avec par exemple Aristote, la Terre était le centre du monde. Avec Aristote, la Terre était le centre du monde et que la Terre était fixe. C'est ça, la philosophie aristotélicienne défendait cette cause-là. La Terre est le centre du monde et que la Terre est fixe. Voyez? Et que c'est le Soleil, c'est ce que soutenait Aristote. Aristote, n'oubliez pas que c'est le père fondateur de la physique, qu'on le veuille ou non. Alors que c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre. C'est ce que disait Aristote. C'est ça qu'on appelle le géocentrisme. Géo veut dire la Terre ou l'espace. Centre veut dire le centre. Donc la Terre est le centre du monde. Mais plus tard, quand Galilée et Copernic sont venus, ils ont constaté que cette théorie aristotélicienne-là est fausse. Ils ont trouvé que non seulement la Terre n'est pas le centre du monde, mais en plus de ça, la Terre tourne autour du Soleil. Donc la Terre n'est pas fixe. C'est ce qu'on appelle héliocentrisme, comme une hélice, l'hélice qui se trouve sur la tête d'un hélicoptère. Donc la Terre tourne. La Terre n'est pas le centre du monde et elle tourne. Voyez? Donc, ensuite, maintenant, cette théorie-là même va continuer. Quand Newton va venir, il va découvrir la loi de l'apesanteur, ce qui va modifier les éléments qui composent cette théorie-là. Et même, comment dire encore, la loi de la gravité, même de Claude Bernard aussi, va changer. Pas Claude Bernard, la loi de gravité de l'autre qui va va changer, j'ai oublié, ça va venir après, va changer aussi les théories de Galilée, va changer aussi les théories de Copernic, va changer aussi les théories d'Aristote. Voyez, pour vous dire que donc, une vérité, quand on parle de sciences naturelles, ou bien de sciences, disons, ou bien de sciences expérimentales, ces vérités-là ne sont pas justes. Ces vérités-là ne sont pas exactes. Ce sont des vérités qui sont transitoires. Donc, il y a une grande différence entre la science qui est la science exacte, c'est-à-dire les sciences formelles, je rappelle la logique et la mathématique, et les sciences expérimentales. Et j'ai cité trois. J'ai cité trois, la biologie, la physique et la chimie. Voyez? Donc, ce qui fait même la valeur de la science, chez Karl Popper, c'est justement le fait que, c'est ce qui fait que
ce qui fait la valeur de la science, c'est Karl Popper, c'est ce changement qui existe dans les sciences expérimentales. Voilà ce que dit Karl Popper. Il dit que une science, pour qu'elle soit science expérimentale, il faut qu'elle accepte la future existence d'une falsifiabilité. Il faut que ça soit possible d'être falsifié. Voilà ce que dit Karl Popper. Il dit que donc la falsification, le changement donc doit être contenu dans l'évolution de la science. Et ce changement-là n'est pas mauvais pour Alexandre Koyré. Le fait que la science change, je parle de science, de savoir scientifique, je parle aussi de savoir expérimental, le fait que maintenant ces savoirs scientifiques-là évoluent et sont transitoires, alors il dit que c'est une évolution de la science. C'est ce que dit Alexandre Koyré, un autre penseur. Il dit que même c'est ce qu'on appelle des stades ou bien des stades ou bien des inférences. Chaque inférence, c'est-à-dire, par exemple, quand on acceptait la théorie du géocentrisme, il y avait une première inférence. Quand on a accepté la théorie de l'héliocentrisme, il y a une seconde inférence. Quand on a accepté la théorie relative à la loi de l'apesanteur, on a aussi une troisième inférence. Et chaque inférence maintenant fait évoluer la science. Il dit que c'est ce qui fait la richesse de la science chez Alexandre Koyré. Donc, pour Alexandre Koyré et Karl Popper, ces deux philosophes-là, ce qui fait la valeur de la science, alors de science, je parle de la science expérimentale, c'est le fait que ces sciences expérimentales-là changent du jour au lendemain. D'ailleurs, on dit qu'en science, nos vérités d'aujourd'hui sont nos erreurs de demain. Nos vérités d'aujourd'hui sont nos erreurs de demain. Donc, vous voyez, la science doit procéder alors par des corrections et par des rectifications. Vous voyez? Donc, c'est ça le savoir scientifique. Donc, voilà la science expérimentale. C'est pourquoi je vais ouvrir une petite parenthèse à ce niveau-là. Parce que beaucoup d'entre nous confondent science et religion. Beaucoup d'entre nous font cette erreur-là. Dire que oui, ce qui est scientifique est religieux. Non, la religion n'a rien à voir avec la science. Beaucoup font cette erreur-là. Il y a beaucoup qui disent que oui, ce que les scientifiques trouvent, c'est-à-dire ce que les médecins, etc., les biologistes, les physiques, ça y est, par exemple, dans la Bible ou bien dans le Coran. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que celui qui dit ça, soit il ne connaît pas le Coran, parce que le Coran ne change jamais, c'est une vérité éternelle, il reste ce qu'il est jusqu'à la fin du monde, et même dans l'au-delà. Alors, maintenant, les vérités scientifiques, maintenant, changent du jour au lendemain. Donc, c'est pourquoi, alors que ce n'est pas la même chose. On pratique une religion pour espérer, comme ce que celui qui traitait la dernière fois le cours sur la religion, Babacar l'a dit, pour espérer une récompense dans l'au-delà. Alors que la science n'a pas ce but-là. La science, je vous ai dit que c'est quelque chose d'intéressé. Elle ne cherche pas l'utile. La science ne cherche pas l'utile. La science est désintéressée. C'est la technique qui cherche l'utile. Vous voyez, la science a pour intérêt seulement de découvrir les lois de la nature. Vous voyez, donc il ne faut jamais confondre science et religion. C'est des choses. D'ailleurs, on verra que, peut-être si on aura le temps, on verra que la méthode même, la démarche et les conséquences de la science ne peuvent pas être conformes avec des théories théologiques, avec des théories religieuses. C'est contradictoire. Ces deux choses-là ne peuvent pas aller ensemble. Et elles ne vont jamais aller ensemble. Voyez, donc, voilà les sciences expérimentales. Je répète que les sciences expérimentales changent. Et les vérités sont transitoires. Voyez, à l'époque, il y a un autre exemple qui est très célèbre. Là, tout à l'heure, j'avais parlé de la physique. Maintenant, je parle des sciences naturelles, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences, les SVT, les sciences de la vie et de la terre. À l'époque, il y avait, en sciences naturelles, on disait que tout signe est noir, tout signe est blanc. Signe, c'est ce bipède-là, c'est-à-dire cet oiseau-là, qui ressemble à un canard. Tout signe est blanc. À l'époque, c'est ce que la science naturelle disait. Tout signe est noir. Le signe, c'est comme le canard. C'est ça. C'était ça l'hypothèse. Mais un jour, on a découvert
un signe noir en Nouvelle-Zélande. Et dès lors, la théorie, le tout signe est noir, alors devient donc faux. Voyez, maintenant, si on continue la logique de notre explication, tout à l'heure, je vous ai dit que on va diviser les sciences en 3 grands groupes. On a dit dans un premier temps ce que j'avais appelé les sciences formelles. Dans un second temps, j'ai parlé des sciences naturelles ou bien sciences expérimentales. Certains même l'appellent sciences dures parce qu'ils s'intéressent en général au concret. On peut les appeler aussi des sciences dures. Maintenant, il y aura un 3e groupe. Le 3e groupe, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les sciences humaines. Les sciences humaines, comme son nom l'indique, là, ce sont les sciences qui s'intéressent à l'homme. C'est pourquoi on les appelle des sciences humaines. Maintenant, ce sont des sciences qui sont beaucoup plus difficiles à pratiquer que les 2 formes de sciences que j'ai citées tout à l'heure. Que ce soit les sciences exactes, que ce soit les sciences inexactes. Voyez, que ce soit les sciences exactes, que ce soit les sciences inexactes, c'est-à-dire les sciences expérimentales. Voyez, donc, les sciences humaines, là, à la différence, tout à l'heure, je vous ai dit que avec les sciences expérimentales, le sujet est séparé de l'objet. Sujet-objet. Mais ici, c'est le contraire. Avec les sciences humaines, le sujet et l'objet sont liés. Parce qu'on étudie l'homme. N'oubliez pas que l'homme a une conscience. L'homme a une conscience. Donc, maintenant, soit on étudie la vie de l'homme, c'est-à-dire sa société. Donc, si on étudie la société, alors on est dans le domaine de la sociologie. C'est pourquoi la sociologie est une science humaine. Si on étudie la culture de l'homme, on est dans l'anthropologie. L'anthropologie est une science humaine. Si on étudie aussi la conscience de l'homme, c'est-à-dire ses degrés de réflexion, est-ce que cette personne-là est normale ou pas? Est-ce qu'il est équilibré mentalement ou pas? Alors là, on est dans le domaine de la psychologie. Vous voyez? Donc voilà au moins 3 formes de savoir, de sciences humaines. L'histoire aussi est une science humaine. Maintenant, les sciences humaines, ici, l'individu n'est pas séparé. L'individu n'est pas séparé, les sciences humaines, pour les sciences humaines, l'individu n'est pas séparé, le sujet n'est pas séparé de l'objet. Ils sont liés. D'ailleurs, pour sauver le problème de l'histoire, c'est ce que Paul Ricoeur disait. Pour sauver le problème de l'histoire, Paul Ricoeur dit que, alors je vais revenir sur le problème de l'histoire après, parce que, bien, je continue la logique de mon explication, ces sciences humaines-là, après je vais revenir sur lui, ces sciences humaines-là comportent des difficultés. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne pratiquent pas, avec les sciences expérimentales, on pratique des vérifications. On pratique, avec les vérifications, on trouve des preuves. Voyez, les vérifications montrent qu'il y a des preuves. C'est pourquoi, d'ailleurs, Claude Bachelard définissait la science comme les sciences, l'expérience, comme l'union des travailleurs de la preuve. C'est comme ça que Bachelard définit la science expérimentale. Comme l'union des travailleurs de la preuve. C'est comme ça qu'il le définissait. Alors, donc, maintenant, il y a maintenant si on revient, donc il y a, je rappelle parce que je me suis perdu, il y a quelqu'un qui parlait avec moi tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai perdu le fil conducteur des explications. Donc, il y a ce qu'on appelle les sciences exactes, que sont la mathématique et la logique. Il y a aussi ce qu'on appelle les sciences expérimentales, que sont les sciences exactes, que sont la mathématique et la logique. Il y a aussi les sciences expérimentales que je viens de citer. Les sciences exactes maintenant sont des sciences qui présentent des vérités universelles.
Bon, maintenant, pour les sciences expérimentales, voilà ce que je voulais dire. Pour les sciences exactes, la démarche, c'est la démonstration. Pour les sciences expérimentales, maintenant, la démarche, c'est l'expérience. Voyez, l'observation, la formulation des hypothèses et la vérification. Voyez, alors, donc, voyez, ensuite, il y a aussi les sciences humaines. Les sciences humaines que je viens de dire, alors, ce sont les sciences qui étudient l'homme, soit sa vie, la vie de l'homme, sa société, sa culture, la sociologie, voyez, l'anthropologie, la psychologie, la philosophie, voyez, l'histoire. Tout ça sont des sciences humaines. Maintenant, ces sciences-là comportent un problème de scientificité. Pourquoi? Parce que ces sciences-là procèdent par interprétation. Un cours qu'on va développer. Ces sciences-là procèdent par interprétation. C'est-à-dire, et quand on dit interprétation, le collègue qui traitera du cours sur l'interprétation va vous montrer que l'interprétation n'a pas une méthode exacte. Il n'y a pas de méthode à suivre dans le domaine de l'interprétation. C'est pourquoi le sociologue, ou bien l'historien, ou bien le philosophe, ou bien le psychologue, tous ces gens-là, c'est vrai, certes, ils utilisent la raison, mais chacun a sa façon d'interpréter les faits. Ce qui fait que un discours issu d'une science humaine peut avoir plusieurs versions. Exemple, en histoire, on dit que le premier homme, certains disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce que dit Cheikh Anta Diop, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Certains disent que c'est en Égypte, d'autres disent que le premier homme est né au Kenya. D'autres disent que le berceau de l'humanité, c'est la Chine. C'est en Asie. Vous voyez, donc, le discours ici venant des sciences humaines n'est pas du tout un discours universel. Il est diversement apprécié. Il présente plusieurs vers, il présente plusieurs versions. Voyez? Donc, maintenant, justement, pour revenir un peu sur le cours, puisque je vais traiter seulement aujourd'hui, on vient de me dire de traiter, peut-être je parle trop, on vient de me dire seulement de traiter l'introduction du domaine, comme ça, demain peut-être je vais faire la démonstration ou bien quelqu'un d'autre le fera. Alors, donc, vous voyez, c'est pourquoi maintenant, si on prend l'histoire, le degré de scientificité de l'histoire est rejeté par beaucoup de philosophes. Beaucoup disent que l'histoire n'est pas un savoir scientifique. C'est vrai, elle est une science. Il y a science en tant que science et science scientifique. Ou bien savoir scientifique, ce qui sonne mieux à l'oreille. Donc, vous voyez, donc l'histoire, certains disent que c'est une science, mais ce n'est pas un savoir scientifique. Pourquoi? Parce que l'histographie ne présente pas les mêmes discours. Les discours varient, changent et sont contradictoires même parfois selon les auteurs. Celui-ci dit ça, l'autre dit le contraire. Vous voyez, c'est pourquoi justement quand je parlais de Karl Popper, de Paul Ricoeur, pardon, Ricoeur dit quoi? Ricoeur dit que pour qu'on sauve la science historique, il va falloir qu'on trouve une forme d'objectivité à cette histoire-là. C'est-à-dire, l'individu qui raconte une histoire, supposons qu'il raconte l'histoire de Nelson Mandela. L'historien qui raconte l'histoire de Nelson Mandela doit se mettre à la place de Mandela. Essayer de sentir ce qu'il sentait à son époque. Essayer de penser comme lui, porter son costume. C'est-à-dire, ici, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de distance entre l'objet et le sujet. Les deux sont regroupés. Donc, les deux sont confondus. Alors, donc, voilà les différents types de sciences, à savoir les sciences formelles ou bien les sciences logiques. Il y a aussi les sciences expérimentales. Il y a aussi les sciences humaines. Mais ce qu'il faut retenir, dans tous ces cas-là, je vous ai dit que la science est désintéressée. Voyez, maintenant c'est la technique qui est intéressée. Ici, maintenant,
on va parler du rapport entre la science et la technique. Voyez, maintenant, la science et la technique sont complémentaires. C'est deux choses complémentaires. Pourquoi? Parce que répondre à la question portant sur l'antériorité de la science sur la technique pose problème. Certains disent que la science est antérieure à la technique, d'autres disent que la technique est antérieure à la science, d'autres disent qu'elles sont toujours ensemble. Mais dans tous les cas, on peut justifier ça. Si on dit que la science est la technique est antérieure veut dire venir avant. Antérieur, c'est ça que je veux dire. La technique précède la science. C'est ce qui disent que la technique précède la science. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que l'homo faber précède l'homo sapiens. L'homo faber, parce que l'homo faber, quand on dit l'homo faber, c'est-à-dire l'homme en tant que fabricateur d'outils. L'homme en tant qu'un animal qui fabrique d'outils. Vous voyez, on a vu que dans l'histoire, l'homme a commencé à travailler avec la pierre taillée et la pierre polie. Dans la préhistoire, c'est ce qu'on a vu, pierre taillée, pierre polie, avant l'écriture. Et plus tard maintenant, qu'il va être en contact avec la science. Donc, si on parle de la technique archaïque, la technique ancestrale, on peut dire que la technique vient avant la science. Mais avec la technique moderne, on peut dire que la science vient avec la technique. Avec la technique moderne, on peut dire que la science vient avec la technique. Et on peut donner plusieurs exemples. D'ailleurs, on parle de technosciences. C'est un couple très fidèle. La science et la technique entretiennent des relations très étroites, très fidèles. On parle de technosciences ou bien de technologie pour montrer ce rapport-là, ce rapport étroit qui existe entre ces deux entités-là, que sont la science et la technique. Vous voyez, si on parle de la technique moderne, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut dire que la science vient avant la technique. Et on peut donner des exemples. Là, n'oublions pas que la science théorise. Et la technique maintenant concrétise. Ou bien la science théorise et la technique pratique. Mais ça, je parle de la technique moderne. Pour la technique ancestrale, la technique vient avant la science. Pour la technique moderne maintenant, on peut dire que la technique vient avant la science. Par exemple, si je reviens à Aristote, si on parle du téléphone, c'est grâce aux théories d'Aristote. Théorie, j'ai bien dit théorie physique. Là où il parle d'actes, de puissance et d'actes, de potentialité et de possibilitas. C'est-à-dire quelque chose, pour qu'il y ait mouvement, ce que dit Aristote, interne, il faut qu'il y ait quelque chose qui est capable d'émettre une force et quelque autre chose maintenant capable de capter cette force-là. C'est à partir de cette théorie-là maintenant que le téléphone, que celui qui a inventé le téléphone, c'est à partir de cette théorie aristotélicienne-là qu'il a inventé le téléphone. Quand on parle de la radio qu'on écoute, évidemment, c'est deux personnes, Marie et Paul et Marie, qui ont inventé le rayon X. C'est avec le rayon X qu'on a créé la radio. Donc, vous voyez, rayon X, c'est des formules. Si on parle de la bombe atomique, la célèbre formule d'Einstein, delta égale mc carré, c'est ça qui a donné naissance à la bombe atomique. Vous voyez, si on parle aussi de médicaments qui sont fabriqués dans les usines, alors c'est parce que tout simplement, Pasteur a découvert les microbes. Le microbe a été découvert. Le microbe, c'est une découverte scientifique. Vous voyez, à partir de la découverte des microbes, du microbe, alors c'est par là qu'on a commencé à fabriquer maintenant le microscope, par exemple. Parce qu'on a l'idée de microbe. C'est à partir de là-bas maintenant qu'on a, alors que le microscope est un outil technique. La technique, donc, c'est quelque chose d'habilité. La technique, ce n'est rien d'autre qu'un savoir-faire qui cherche à satisfaire un besoin utile à l'homme. Donc, disons, maintenant, pour reparler du couple technoscience, la technique et la science, pour être simple, disons qu'elles sont complémentaires. On ne peut pas les séparer. C'est vrai, ce que j'ai dit tout à l'heure.
traditionnellement, c'est possible. Maintenant, si on réfléchit bien actuellement avec la technique moderne, on peut dire que la science précède, la technique. Donc, vous voyez, donc la technique, ce n'est rien d'autre qu'un savoir-faire qui permet à l'homme de satisfaire des besoins. Vous voyez? Alors, donc maintenant, puisque je vais me limiter aujourd'hui tout simplement à l'introduction du domaine, on peut ouvrir on peut aussi parler des conséquences. On peut parler des conséquences de la science et de la technique. Ce qui va permettre surtout aux élèves de la série S d'anticiper un peu le cours sur le vivant. Voyez, les conséquences de la science et de la technique, certes, la science et la technique permettent à l'homme de satisfaire de nombreux besoins, de vivre aisément. Voyez, donc la science et la technique facilitent la vie de l'homme. Mais elles ont aussi des effets très négatifs. Des effets très négatifs, la science et la technique en ont. Et pour parler justement de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce virus-là qui est très ridicule, le coronavirus qui fait le tour du monde, qui fait des ravages, ça, d'aucuns disent que c'est une création humaine. Ce sont des scientifiques qui l'ont fait pour diminuer le nombre, la population de la Terre. Il y a cette théorie-là, il y a beaucoup qui se souviennent de ça. Et d'ailleurs, ils l'avaient annoncé. Ils avaient dit que la Terre est surpeuplée. Donc, vous voyez, là, on peut parler des méfaits, des dangers de la science. Vous voyez, la bombe atomique a fait ses ravages en Asie. Vous voyez, alors donc, là, justement, c'est pourquoi la science et la technique ont besoin d'un conseil moral. Le conseil moral, c'est qui? C'est le philosophe, c'est le sociologue, vous voyez, c'est le psychologue, c'est le religieux. La science a besoin de ça. Donc, pour conseiller, le scientifique a besoin de ça, d'un conseil moral. Parce que sinon, le couple là, ici je parle de la science et la technique, vont créer une fin de monde immaturé. Voyez? Et ça va être donc la science et la technique ont besoin d'un conseil moral. C'est-à-dire une question éthique. Voyez? C'est pourquoi Rabelais disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science a besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'être protégée. Parce que l'esprit, il y a ce qu'on appelle le scienticisme. Le scienticisme est différent du scientifique. Il y a science et scientifisme. Le scientifisme, c'est quelqu'un qui, en fait, quand on dit, c'est une doctrine qui ne croit qu'en la science. Pour eux, Dieu, c'est la science. La religion, c'est la science. Et c'est la science même qui gouverne le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le coronavirus. Parce qu'ils disent que il faut que la Terre souffre. Il faut que la Terre souffle. Il faut que la planète Terre soit apaisée. Il faut qu'on domine, il faut qu'on limite les naissances. Voyez, il faut qu'il y ait moins de vie. Il faut sélectionner la bonne race. Voyez, donc c'est ça le scientificisme qui dit, et c'est pourquoi le scientificisme ne croit qu'à des vérités scientifiques et rien d'autre que la science. Donc c'est pourquoi la science, qui parle de science, parle de technique évidemment, a besoin d'être protégée psychologiquement. Alors, en gros, voilà donc le domaine. En gros, donc voilà l'introduction de ce domaine-là. Et je rappelle que donc tout ce que je viens de dire auront des rapports soit avec le cours sur la démonstration, soit avec le cours sur l'interprétation, soit avec le cours sur la science et la technique, soit avec le cours sur le vivant. Et d'ailleurs, c'est ça maintenant l'introduction générale. Et je vous rappelle qu'un sujet peut porter sur ça, sur l'introduction générale, effectivement. Donc, voilà ce que... Maintenant, je vais voir s'il y a des questions, parce que si je commence maintenant la question de la démonstration,
ça va prendre du temps parce que normalement, j'ai fait combien de minutes? Déjà, déjà j'ai fait 1 heure. Je ne savais même pas que j'ai fait 1 heure. De toute façon, si vous avez, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez le publier dans le groupe et soit je vais répondre ou bien quelqu'un d'autre va répondre. Je vous remercie beaucoup. Alors, demain, Inch'Allah, on va traiter le cours sur la démonstration. Alors, c'est vrai que c'est le domaine qui est comme ça. C'est ce domaine-là qui est complexe. C'est-à-dire vous ne pouvez pas allier ce domaine. Et d'ailleurs, j'ai résumé même l'introduction. Il y a beaucoup de choses à dire dans le domaine. C'est le domaine qui est comme ça. C'est pas comme les autres domaines. Alors, donc, on ne peut pas le faire. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas le faire en moins d'1 heure. Ok, je vous remercie et bonne soirée. À la prochaine. Mohamed, Mohamed. Vous avez terminé. Vous tournez, n'est-ce pas? Vous avez terminé.